Hello, I'm Maëlys Valade and I'm a director of Little Amélie or the Character of Rain. Hi, I'm Yann Chauvin. I'm co-director on the movie Little Amélie or the Character of Rain. Il y a un choix qui a été fait dès le départ de mettre la caméra à hauteur d'enfant, assez atypique, donc de voir les choses d'en bas. Et pour ça, par exemple, on a dû, grâce à Edine, notre directeur artistique et co-scénariste, Edine Noël, concevoir la maison dans laquelle on allait être en huis clos dans la majorité du film. On l'a ensuite fait en 3D. Pour pouvoir s'appuyer dessus pour nos équipes de storyboarders, pour pouvoir faciliter justement les angles de caméra et donner vraiment cette impression de grandeur aussi autour de l'enfant, qu'on puisse sentir, nous, en tant que spectateurs, ce que c'est de se remettre à la place de cette petite enfant. Donc ce n'est pas forcément la montrer ou être en point de vue subjectif d'elle, c'est vraiment cette caméra, elle peut être chaotique, elle accompagne toujours cet enfant, on est dans sa perception et donc voilà. Donc même tout ce qui est fantasmagorie, tout ce qui va être construit autour, c'est imaginer jusqu'où l'imagination de cette petite enfant part du réel, donc on a quelque chose de très tangible, les chaises, les tables, etc. autour de nous, dans ce Japon des années 60, la fin des années 60, pardon, avec le côté très feutré de l'intérieur de la maison, et ensuite aller vers l'extérieur, ces différentes ambiances, et où le regard de la petite enfant va se porter. Donc c'est vraiment... On parle du regard d'enfant dans ce film, et donc même la construction du film est comme ça, c'est qu'en fait, on va d'une chose à une autre. Les enfants, c'est ça, on va voir ça, ensuite ça, ensuite ça. On suit chaotiquement les choses, et donc voilà, très naïvement, elle évolue aussi dans cette chose-là, en passant par des choses qui se métamorphosent et qui, pour elle, se révèlent être complètement extraordinaires, pour finalement, par exemple, quand elle va percuter Keshima-san, revenir à la réalité et se poser des questions plus compliquées, quand elle va voir le drapeau des carpes, en pensant aux garçons, et puis, enfin voilà, ou même voir les têtes de son frère, quand elle regarde les cartes parce qu'elle n'aime pas les garçons, mais en fait elle n'aime pas les garçons parce qu'en fait son frère est chiant et pénible, pardon. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le regard naïf d'une enfant qui nous guide. Donc c'est une manière très particulière de mettre en scène. Nous faisons des films indépendants, très peu de budget, et donc il faut qu'on trouve des solutions en fait, et d'où ce mélange un petit peu comme disait Maëlys, de marionnettes, animation cut-out et animation traditionnelle, parce que nous venons, on va dire, notre grande source d'inspiration, c'est aussi l'animation japonaise, et effectivement la simplicité, l'efficacité, les poses fortes, les dessins forts de l'animation japonaise, mais très aussi minimaliste, mais extrêmement efficace. C'est vraiment ça qui aussi nous a guidés aussi, hein. Alors pas uniquement en termes d'économie, mais aussi de cœur, parce que nous aimons ça aussi, quoi. Et on disait toujours à nos animateurs, ne cherchez pas à impressionner, cherchez plutôt à émouvoir. Et il y a aussi, au niveau pictural, le fait d'avoir ces aplats de couleurs, c'est aussi pouvoir, avec ces fonds, ces touches de couleurs au fond, et en même temps, parfois un personnage qui passe devant l'autre, que ce soit la lumière ou même des couleurs propres qui sont au personnage, et ces différentes petites formes contribuent à l'animation et à la fascination que ça peut générer aussi quand on peut regarder comme des aplats de gouache, en fait. Donc ça, c'est un côté pictural, c'est vraiment toute l'identité du film qui fonctionne comme ça. On conçoit vraiment les animations aussi en les pensant de cette manière-là, pour les déplacements des formes dans l'espace. Pas juste un travail de perspective, mais vraiment un travail de forme, de couleur. Voilà, on n'a pas essayé de faire des dessins parfaits dans le mouvement des personnages, etc. Parfois même bien tricher sur certaines poses, pour garder toujours une forme chaleureuse qui convient à l'intention de la scène, qui convient au déplacement des couleurs. Par contre, nous étions extrêmement pointilleux sur les expressions des visages. Le moindre petit sourcil mal ajusté, etc., il fallait vraiment
le recorriger quelque part, la moindre petite bouche, la commissure, le moindre petit œil, tu vois. C'était vraiment, voilà, on était quand même plus concentré vraiment sur la justesse des expressions, de la justesse de ce qu'on appelle donc de l'acting quelque part, plus que le reste en tout cas. Et sur ce film-là, je rajouterais qu'on a un travail sur le regard, sur les yeux, qui était très très important avec les différents highlights, la profondeur des yeux, le mouvement le moins de micro-mouvements en fait. On adore les micro-mouvements. Oui, oui, absolument. C'est quelque chose d'un petit peu naturel qui donne vie en fait. Ouais. La naissance et la mort, c'est vraiment central dans cette histoire. Ça a été vraiment un arc narratif à part entière qu'on a tendu comme un élastique qu'on a vraiment tiré jusqu'au moment de la chute d'Amélie quand elle va tomber dans le petit bassin à la fin. On est vraiment sur la relation Nishio-san et Amélie. Et donc le point de départ, c'est vraiment Amélie qui vient au monde. Elle se décrit comme un dieu, mais en fait, c'est un dieu immobile, complètement inerte, ce petit être. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Amélie, au début du film, est dans cette bulle, un peu dans ce cocon, on va dire, quoi. Et c'est presque agréable, elle est emmitouflée, les sons sont un peu sourds, vraiment, elle est vraiment, on va dire, quelque part isolée du monde et bien sereine, on va dire, comme elle disait tout à l'heure, Maëlys, petit Bouddha, voilà, exactement. Et effectivement, à ce moment de mort, on va dire, notamment les deux noyades, elle retrouve, on va dire, cette atmosphère un peu emmitouflé, un peu cocon avec les sons un petit peu sourds et il y a presque une sorte de sensation de sérénité, quoi. Donc entre le premier état où elle est dans la bulle à la naissance, puis ensuite le moment où elle manque de se noyer dans la mer et sombre un peu dans la profondeur jusqu'à être sauvée, et puis enfin à la fin quand elle délibérément se laisse tomber dans l'eau, et là elle va renaître et elle va finalement naître véritablement et faire partie du monde. Mais effectivement, il y a toujours cette thématique de l'eau. Surtout la pluie. Absolument, absolument. Par exemple, lorsque le père pleure à l'annonce de la mort de la grand-mère, il y a toujours la pluie est là en fait. Lorsqu'elle rentre en voiture en se posant des questions sur lorsque André la sauve, la pluie est là, etc. Et donc lorsqu'elle prend le chocolat blanc pour sortir de cette petite mort, la pluie est là en fait. Et donc du coup, il y a quand même cette thématique de l'eau, de la pluie, qui est toujours là, pas loin, lorsqu'on parle de la mort. Et bien sûr, d'un point de vue beaucoup plus superficiel, ce moment où elle est sous la pluie et qu'elle embrasse la pluie, qu'elle adore la pluie. Nous tous, ici, avons expérimenté ça lorsque nous étions enfants, de se mettre sous la pluie et de danser, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de tellement agréable. Et ce film aussi, c'est beaucoup construit là-dessus, sur des souvenirs absolument de notre enfance. Effectivement, contrairement au livre, on a voulu vraiment, atténuer au maximum ce côté Dieu, ce concept de Dieu, quoi. Pour nous, pour ce film, c'est vraiment qu'un concept. C'est une image, en fait. Il n'y a rien de religion dedans, bien sûr. C'est vraiment un concept, une image pour symboliser, on va dire, cette puissance. C'est ça, mais surtout cette fermeture versus ouverture, quoi. Cette transition, en fait. Qu'on parle souvent de cette transition de la petite enfance à l'enfance, où l'enfant pense être au centre du monde, mais finalement comprend petit à petit qu'il fait partie du monde, quoi, en fait. Et ça se situe en général à cet âge-là, entre 0 et 2, le Terrible Two, entre 2 et 3 ans, quoi. Et c'est ce que je pense, avec ce film, c'est surtout ça qu'on a voulu symboliser. Alors, ce qui est un peu rigolo un petit peu dans le livre, qu'on n'a pas abordé dans le film, c'est que dans le livre, il est dit qu'au Japon, les Japonais considèrent les enfants en dessous de 3 ans comme des dieux, jusqu'à les 3 ans, quoi. Donc il y a un peu ça, quoi. Mais bien sûr, rien de religieux, c'est vraiment un truc, quelque chose de, un concept. Sur l'incarnation du moi. Absolument, du moi. Absolument, c'est ça. Il y a 3 personnages dans le film qui font vraiment évoluer Amélie. C'est d'abord la grand-mère qui lui fait découvrir le plaisir avec le chocolat blanc. Tout simplement, ça l'aide à prendre possession de son corps. Elle n'est pas encore en pleine capacité d'utiliser ses membres parce qu'elle vient de sortir de l'immobilisme. Et donc là, on parle de plaisir, donc c'est quelque chose d'assez léger. D'ailleurs, on a appelé
Mamie Champagne. C'est un peu sa référence dans sa vie. L'image d'Amélie Nothomb, l'écrivaine, est vraiment basée sur la grand-mère. Donc ça, c'est le plaisir. Et en deux, c'est Nishio-san qui, elle, apporte quelque chose de beaucoup plus profond. Là, elle lui apporte vraiment une compréhension du monde, une profondeur de compréhension de ce qu'est la mort, le deuil, des choses très dures comme la guerre, et de lui donner des clés de compréhension pour pouvoir s'en sortir positivement si elle est confrontée à des situations qui sont difficiles dans la vie. Et évidemment, et à ne pas sous-estimer le rôle de Kashima-san, qui, elle, montre quelque chose qui est très fermé, qui est très replié sur lui-même. C'est la face négative du deuil. Et en fait, voilà, Kashima-san va lui montrer que quand on souffre, qu'il y a quelque chose de très difficile dans la vie aussi, il est possible qu'on puisse sombrer dans la fermeture, l'isolement, etc. Et donc, les deux autres protagonistes, la grand-mère et Nishio-san, sont des personnages qui vont donner des clés positives à Amélie pour avancer, versus Kashima-san qui est plutôt fermé. Nishio-san, en plus, à un moment donné, va aussi, justement, toujours dans l'évolution d'Amélie, dans l'ouverture vers le monde, va bientôt, bien sûr aussi, à un moment donné, vers la fin, se tourner aussi vers sa famille. Et Nishio-san, bien sûr, est là aussi quelque part, aussi pour l'accompagner, notamment dans la scène juste avant la plage, où effectivement, lorsque le père revient au Japon après, bien sûr, l'enterrement en Belgique de la grand-mère. Effectivement, Nishio-san, quelque part, sachant aussi que, quelque part, Amélie aussi a besoin de se tourner aussi vers sa famille, l'accompagne effectivement vers eux. Et justement, après cette scène incroyable où elle manque de se noyer, nous avons cette scène où effectivement toute la famille se réunit autour d'elle, avec André, qui était en plus censé être, on va dire, un peu méchant avec elle, quoi, mais ça va être un vrai grand frère aimant. Et effectivement, ça effectivement participe aussi à l'évolution d'Amélie. Moi, j'avais une nounou qui gardait mes filles, qui était très solaire. C'est ce genre de personne qui est capable de se mettre à hauteur d'enfant, en fait, de se mettre à sa place, en fait. Et Nishio-san, en plus, a vécu des choses qui sont très dures dans son passé, a été confrontée très jeune à des choses très difficiles. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle est tellement particulière, elle est tellement empathique, elle est tellement en phase et connectée avec cet âge de la vie. Donc, j'allais dire des personnes qui ont une aura comme ça, très solaire. Elle a vraiment été créée là sur les courbes du soleil, avec comme symbole, comme la couleur jaune, mais c'est vraiment pour aller avec le soleil aussi. Et toutes ces courbes sont dans une dynamique très, très solaire. Et donc voilà, c'est le rayon de soleil d'Amélie, c'est vraiment celle qui va lui apporter la lumière et les choses positives dans sa vie. Nous, en tout cas, dans le film, notre message final, c'est vraiment l'acceptation. Oui, parce que effectivement, en tant que parents, des fois, lorsqu'on doit aborder certaines questions à nos enfants, forcément, ils sont curieux de le savoir, et surtout lorsqu'ils découvrent que les choses ne sont pas infinies. Il y a parfois une éphémérité des choses, que les choses ne durent pas pour toujours, et il y a effectivement cette désillusion quelque part, quoi. Mais pourtant, il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie, et c'est pour ça que la vie est belle aussi, quoi. Et c'est effectivement le message qu'on veut aussi apporter aux enfants, c'est que même si les choses disparaissent, et les souvenirs restent, quoi. La nostalgie, et c'est ça qui donne en fait ce côté un petit peu mélancolique mais heureux, cette petite larme qu'on a, mais ce sourire qu'on a aussi en même temps, quoi. Ça laisse une trace. Absolument. Toujours.